Bonjour, bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. Alors, donc comme c'est indiqué, on va corriger les exercices de la partie 4. C'est clair, si vous n'avez pas cherché les exercices, je vous le dis clairement, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Hein, c'est pas souvent qu'un youtubeur vous dit de ne pas regarder la vidéo, mais là, si franchement, si vous n'avez pas cherché les exercices, ça ne sert à rien. D'accord? Comme je le dis toujours à mes élèves, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon? Il faut chercher les exercices, c'est juste hyper important hein, pour comprendre comment ça marche. Regardez la correction si on ne les a pas cherchés avant, c'est juste inutile. Donc vous reprenez les énoncés hein, dans la vidéo d'avant, et puis sur les espaces métriques, vous cherchez les exercices. Je n'ai pas dit vous trouvez, et vous cherchez les exercices, au moins 5-10 minutes par exo, et après seulement vous regardez la correction. Ok? Ceci étant dit, allons-y. Alors, premier exercice, donc on avait dit, si on prend une partie de A qui est dans R, qui est majorée, et si j'appelle petit a donc le sub de A, qui existe, hein, parce que c'est une partie majorée, eh bien, montrer que si A est ouvert, alors A n'est pas dans grand A, et que si A est fermé, alors A appartient à grand A. Ok? Alors, allons-y. Alors, supposons que A est ouvert. Ça veut dire que pour tout x dans A, il existe une petite boule ouverte autour de x qui est inclus dans A. Autrement dit, il existe un rayon Rx strictement positif, tel que, la boule ouverte hein, de rayon Rx autour de x, c'est l'intervalle ouvert x moins Rx, x plus Rx, est complètement inclus dans A. Ok? Mais donc, si ça est strictement inclus dans A, il existe là-dedans des éléments qui sont strictement plus grands que x, qui sont dans A. D'accord? Donc x, du coup, c'est pas A. C'est pas le sub de A, hein, puisque x n'est pas un majorant de A. Je vous rappelle que sub de A, par définition, c'est le plus petit des majorants de A. Donc c'est le plus petit parmi tous les éléments qui sont plus grands que tous les éléments de A, c'est le plus petit possible. Bon x n'est pas un majorant de A, donc c'est pas le plus petit des majorants, donc c'est pas la borne sup. Ok? Donc pour tout x dans A, x n'est pas la borne sup. Ok? Donc la borne sup n'est pas dans A. Ok? Donc voilà, maintenant supposons que A est fermé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le complémentaire de A est ouvert. Donc si je prends un élément qui... Supposons que A, faire un petit peu par l'absurde, supposons que A n'est pas dans grand A. Si A n'est pas dans grand A, alors il existe une petite boule ouverte de rayon R, hein, telle que A moins R, A plus R, est inclus dans le complémentaire de A. Ok? Mais donc là-dedans, il existe des éléments strictement plus petits que A, ok? Et c'est complètement inclus dans le complémentaire de A. Ok? Or, tous ces éléments-là, je veux dire, ils sont, comme A est plus grand que tous les éléments de A, eh ben, il ne peut pas y avoir d'éléments de A dedans. Ok? Eh ben, il n'y a pas d'éléments de A parce que c'est inclus dans le complémentaire de A. Donc ça veut dire qu'il existe des éléments strictement plus petits que A qui sont plus grands que tous les éléments de A. Ok? Donc A n'est pas le plus petit des majorants de A. Donc A n'est pas le sub de A. Petit a n'est pas le sub de grand A. D'accord? Et donc on obtient une contradiction. Donc forcément, A est dans le grand A. Ok? Alors on aurait pu dire autrement, on aurait pu dire que le sup de A, si vous le savez, il existe une suite d'éléments de grand A qui convergent vers le sup. Parce que par définition du sup, il existe des termes aussi proches que je veux dans grand A de petit a, et donc je peux trouver une suite qui converge, et si A est fermé, une suite qui converge, la limite est aussi dedans. Donc la limite petit a va être aussi dans grand A, on aurait pu faire comme ça aussi. Hein. Il y a plusieurs démonstrations. Ok? Mais en tout cas, voilà, si A est fermé, son sup est dedans. Ok. Alors prenons maintenant une partie non vide qui est à la fois ouverte et fermée. Montrer qu'elle est ni majorée, ni minorée. Alors ok, alors pourquoi elle n'est pas majorée? Déjà, comme B est non vide, si jamais elle est majorée, elle possède une borne sup. Ok? Mais alors, la borne sup de B, si B est fermée, elle est dans B. Mais si B est ouvert, elle n'est pas dans B. Et donc on obtient une contradiction d'après la question 1. Ok? Donc c'est pas possible. Ok? Donc c'est pas possible que B soit majoré. Pourquoi minoré? En fait, on fait le même raisonnement, on refait la question 1 avec la borne inf, hein, montre que la borne inf, elle est incluse si c'est fermé, et qu'elle n'est pas incluse si c'est ouvert, et donc avec le même raisonnement avec la borne inf, on peut montrer que B n'est pas minoré. Ok? Le même raisonnement avec la borne inf, voilà. B ne peut pas être majoré, B ne peut pas être minoré. Ça ne veut pas dire que B c'est R tout complet, c'est ce que je veux démontrer à la fin, mais a priori, en tout cas, elle ne s'arrête pas, il y a des éléments aussi grands que je veux, des éléments aussi petits que je veux. Ok? Et donc maintenant, pour montrer que B égale R, on va d'abord démontrer ce truc-là. Donc supposons qu'il existe un x qui n'est pas dans B. Et on va considérer C égale B intersecté avec moins l'infini x ouvert. Ok? Et il faut montrer que ça c'est ouvert et fermé et majoré. Ok? Ce qui est pas possible. Hein. Bon.
Alors, supposons qu'il existe, donc x n'est pas dans B, donc je peux définir C égale B intersecté avec mon infini x. Jusque-là, bon, bah, c'est ouvert. Pourquoi? Bah, parce que B est un ouvert. B est ouvert et fermé. Hein. Et que mon infini x est un ouvert. Intersection de deux ouverts, c'est un ouvert. Ok. Donc ça, C, c'est bien un ouvert de R. Mais alors, grosse astuce, comme x n'est pas dans B, B intersecté avec moins l'infini x fermé, c'est pareil que B intersecté avec moins l'infini x ouvert. Parce que là, je rajoute x, mais x, il n'était pas dans B, donc dans l'intersection, elle ne change pas. Donc C, c'est l'intersection de B qui est fermée, parce que B est à la fois ouvert et fermé, et de moins l'infini x qui est un fermé de R. Bah donc C, c'est fermé, comme l'intersection de deux parties de fermé de R aussi. Donc C, il est à la fois ouvert, il est à la fois fermé. Okay, et puis C, bah, il est majoré, pourquoi? Bah, parce que x est un majorant de C. D'accord? C'est inclus dans moins l'infini x, donc x est un majorant de C. Donc C est majoré. Okay, donc j'obtiens une partie à la fois ouverte, fermée et majorée. Okay, et donc bah, l'hypothèse il existe x n'appartient pas à B amène à une contradiction. Et donc quel que soit x dans R, x est forcément dans B. Donc tout réel x est dans B, et donc B égale R. Et voilà, toute partie à la fois ouverte et fermée non vide de R, c'est R. Quand on s'y connaît un petit peu, je spoil un petit peu la suite, ça veut dire que R est connexe. On vient de prouver que R était connexe. Ok? Mais bon. Ok, passons à l'exercice suivant. Alors prenons ED un espace métrique, soit F une partie de E et X dans E. On va montrer que si F est un fermé et si la distance de X à F est égale à 0, alors X est dans F. Alors pour ça, comment on va faire? On va supposer que F est un fermé et puis que X n'appartient pas à F. Et on va en montrer que dans ces conditions-là, la distance de X à F est strictement positive. Et donc par contraposé, si la distance de X à F est égale à 0, alors forcément X est dans F. Ok? Donc alors allons-y, essayons de démontrer ce truc-là. Donc si je prends X qui n'est pas dans F, X est dans le complémentaire de F. Or le complémentaire de F, c'est un ouvert, puisque F est un fermé. C'est la définition. Okay, et dire que c'est un ouvert, ça veut dire que, vous savez, autour de chaque élément d'un ouvert, il existe une boule ouverte qui est strictement inclue dans l'ouvert. Donc il existe un R strictement positif, peut-être que la boule de centre X et de rayon R est inclus dans le complémentaire de F. Ok? Bon, très bien. Donc, quel que soit Y dans E, si la distance de X à Y plus petit que R, donc si Y est dans cette boule, Y n'appartient pas à F, hein, puisque Y est dans le complémentaire de F. Juste réécrit ça différemment. Mais regardez bien, hein, donc quel que soit Y dans E, ça implique ça. Par une petite contraposée, quel que soit Y dans E, si Y est dans F, alors distance de X à Y est supérieure ou égale à R. Ça, c'est la contraposée de cette implication. Ok? Mais du coup, je viens de démontrer que pour tout Y dans F, distance de X à Y est plus grand que R. Donc l'inf de toutes les distances de X à Y pour Y qui est dans F est supérieure ou égale à R aussi. Et pour tous les Y dans F, la distance est toujours plus grande. Donc l'inf de toutes les distances, elle est aussi plus grande. Et donc elle est strictement positive. Et donc ça, je vous rappelle, c'est la distance de X à F, c'est justement ça. Hein. C'est l'inf des distances de XY pour Y dans F, elle est strictement positive. Et donc j'ai bien démontré que distance de X à F est strictement positive. Et donc si la distance de X à F était égale à 0, c'est que X était dans F. Voilà, voilà, voilà. Ok, exercice suivant. Alors, A, soit E un espace vectoriel euclidien. Donc E est de dimension finie et la norme est issue d'un produit scalaire. Ok? Soit F un sous-espace vectoriel de E, montrer que F est fermé. Alors, il faut y aller, hein, il faut lutter un petit peu là-dedans. Ok? Considérons donc F orthogonal, le supplémentaire orthogonal de F, hein, tout ça vous savez que ça existe. Hein. Ok? Enfin voilà, il faut s'y connaître un petit peu je suis d'accord, il faut s'y connaître un petit peu en espace vectoriel euclidien. Donc F orthogonal, vous savez, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux avec tous les éléments de F. C'est un sous-espace vectoriel, on peut démontrer que la somme des dimensions c'est la dimension de E, que c'est un supplémentaire de F. Hein. Et donc, voilà, donc tout élément peut s'écrire comme xh plus xf, donc en particulier si je prends x qui n'est pas dans f, je peux l'écrire xh plus xf. La seule différence, comme il n'est pas dans f, c'est que xh n'est pas égal au vecteur nul. D'accord? Parce que l'écriture est unique. Donc voilà, il existe une écriture comme ça, xh, donc ce n'est pas le vecteur nul. Ok? Très bien. Alors maintenant, prenons un petit f quelconque dans f, norme de xf au carré
Alors, c'est norme de xh plus xf moins f au carré. Bon, jusque-là, vous allez me dire, tout va bien. Et donc ça, c'est un vecteur de h, ça, c'est un vecteur de f, hein, parce que f est un sous-espace vectoriel, donc la différence de deux éléments de f est dans f. Et donc les vecteurs xh et xf moins f, ils sont orthogonaux. Et donc norme au carré d'une somme de deux vecteurs orthogonaux, Pythagore, c'est norme de xh au carré, plus norme de xf moins f au carré. D'accord? Théorème de Pythagore. Car ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Ok? Et donc j'en ai du quoi? C'est du coup que la distance, la norme de x moins f au carré, c'est ça plus ça c'est positif, donc c'est plus grand que norme de xh au carré. Ok, donc j'enlève les carrés, norme de x moins f, c'est plus grand que norme de xh. Pour tout f dans f, la distance de x à f, elle est plus grande que celle-là, qui est strictement positive. Ok? Donc si je prends un élément de E qui vérifie le contraire, tel que norme de x moins y est strictement plus petit que xh, alors y n'est pas dans f. Autrement dit, l'ensemble des y qui vérifient ça, la boule de centre x et de rayon xh, la boule ouverte de centre x et de rayon xh, d'accord, ne touche pas f. Tous les éléments dedans ne sont pas dans f. Donc l'intersection avec f est égale au vecteur vide. Okay? Autrement dit, si je prends un x qui n'est pas dans f, il existe une boule ouverte autour de x qui ne touche pas f. Donc ça prouve que le complémentaire de f est ouvert. E privé de f est un ouvert de E. Et donc par définition, f est infermé. Donc voilà, on vient de démontrer que pour la norme euclidienne, les sous-espaces vectoriels sont défermés dans un espace de dimension finie. Et en fait, on ne l'a toujours pas démontré, on le montrera dans très longtemps, chapitre 14, mais que comme toutes les normes sont équivalentes, on pourra démontrer que du coup, les ouverts et les fermés, c'est les mêmes pour toutes les normes. Et donc en fait, un espace vectoriel de dimension finie, dans un espace vectoriel de dimension finie, les sous-espaces vectoriels sont toujours défermés. Et en fait, c'est plus général que ça, on démontrera même que n'importe quel sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé quelconque, pas forcément de dimension finie, mais en tout cas, si le sous-espace, lui, est de dimension finie, alors c'est infermé. Vous voyez, ça, c'est des choses qui nous attendent plus tard. Ok, ben voilà, déjà, on a montré dans ce cas particulier. Alors, allons-y maintenant, prenons l'ensemble des matrices munies de la norme infinie, vous savez, la norme du sub des maximums des modules ou des valeurs absolues des coefficients. Si k égale r, c'est les valeurs absolues, si k égale c, c'est les modules, parce que k, c'est r ou c, soyons calmes. Est-ce que les parties suivantes sont ouvertes, fermées, tout ça? Alors, on va regarder une après l'autre. Donc, les matrices symétriques, déjà. Alors, les matrices symétriques, je vous rappelle que c'est l'ensemble des matrices, vous savez, qui sont égales à leur transposée, enfin bon, bref. Donc, prenons une suite AK de suite de matrices symétriques convergent vers L. Okay, je vais utiliser la caractérisation par les suites, ça je l'utilisais souvent. Vous vous rappelez qu'une partie est infermée si et seulement si, pour toute suite d'éléments de la partie qui convergent, la limite est dedans. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le cours précédent. Donc prenons une suite qui converge vers L. Okay, il faut que je démontre, enfin si je veux montrer que c'est infermé, il faut que je démontre que L est aussi symétrique. Bon, c'est pas très dur parce qu'une suite qui converge, je vous rappelle, ça veut dire que tous les coefficients convergent. Donc si j'appelle AK de IJ le coefficient IJ de la matrice AK, okay, comme elle est symétrique, la matrice AK, AK de IJI, c'est AK de IJ pour tous les couples IJ. Jusque-là, tout va bien. Mais du coup, si j'appelle LIJ le coefficient I croix J de L, par définition de la limite d'une suite de matrices, ça veut dire que la limite des coefficients, c'est le coefficient de L. Rappelez-vous, ça c'est très important, on a vu l'espace vectoriel normé. Dire qu'une suite de matrices converge vers L, ça veut dire que le premier coefficient converge vers le premier coefficient de L, et ainsi de suite. D'accord? C'est ça la définition. Enfin, c'est une définition équivalente. Tous les termes convergent vers... Terme à terme, ça converge. Donc, AK de JI, ça tend vers L de IJ. Okay, mais du coup, comme AK de JI, c'est AK de IJ, c'est la même suite. AK de JI, AK de IJ, c'est deux suites, la même suite, c'est converge, la limite c'est la même. Donc L de IJ, c'est L de JI. Donc L est symétrique. Et donc si je prends une suite convergente de matrices symétriques, la limite est forcément symétrique. Ça prouve que l'ensemble des matrices symétriques est infermé. Ok? Très bien. Alors, on aurait pu aussi dire que c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace de dimension finie, d'après la remarque qu'on a vue juste précédemment, mais on ne l'a pas encore démontré que toutes les normes étaient équivalentes, etc., etc. Donc voilà. Mais en vrai, on aurait pu dire ça. Ok? Et accessoirement, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais je prends encore un petit peu d'avance, mais on peut démontrer que si, dans les matrices ou dans les espaces vectoriels de dimension finie, on ne peut pas être à la fois ouvert et fermé. D'accord? Donc si on est fermé, on n'est pas ouvert. Donc ce n'est pas la peine de regarder si c'est un ouvert ou un fermé. Si on a montré que c'était un fermé, ce n'est pas un ouvert. Ok?
Donc voilà, ça on l'a déjà utilisé dans les questions précédentes, je vous ai déjà expliqué dans le cours pourquoi c'était vrai, donc voilà, j'insiste pas. On reverra ça en détail plus tard, mais du coup ça nous permet de gagner du temps. Ok, l'ensemble des matrices diagonales. Bon alors, c'est fondamentalement pas du tout différent de ce que je viens de voir, parce que si je prends une suite de matrices diagonales qui convergent vers L, et j'appelle comme précédemment dk de ij le coefficient i croix j de la matrice dk, et ben alors pour tout i différent de j, dk de ij est égal à 0. Et donc la limite de la suite dk de ij, ça va être lij, ça va être aussi 0, parce que par définition, L de ij, c'est la limite de dk de ij, il y a une petite faute de frappe là. Et donc, bon, pour tout ij différent, si i est différent de j, du coup, la suite dk de ij, elle est nulle, donc la limite de la suite nulle, c'est 0, donc lij est 0, donc L est aussi diagonale. Alors voilà. Pour une suite de matrices diagonales, il y a des zéros partout, la limite, quand tous les termes tendent à l'infini, ça tend vers une matrice diagonale, c'est juste évident. Donc les matrices diagonales, ça fait un fermé. Et une fois de plus, on aurait aussi pu dire que les matrices diagonales, c'est un sous-espace vectoriel d'un espace de dimension finie, donc c'est fermé, mais bon. Ok, jusque-là tout va bien. L'ensemble de matrices de traces nulles, alors c'est toujours pareil, cette fois c'est la somme des coefficients qui fait 0, donc si la somme des suites vaut tout le temps 0, la somme de la limite vaut tout le temps 0. Donc méthode 1, comme ce qui précède. Méthode 2, c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie encore, car c'est le noyau de l'application linéaire trace, qui est une application linéaire, donc c'est un sous-espace vectoriel, bref, j'insiste pas. Ah, les matrices nilpotentes. Alors là, ça change parce que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc là, il faut mettre les mains dans le cambouis. Ok, là, il va falloir regarder comment ça se passe. Et puis, ce n'est pas si clair sur les coefficients que la matrice est nilpotente. Je vous rappelle, une matrice nilpotente, ça veut dire qu'il existe une certaine puissance, telle que A à la puissance D valent 0, d'accord. Mais il y a une astuce. Parce que si on part comme ça, on est emmerdé. Parce qu'on se dit, ouais, prenons une suite de matrices nilpotentes. Pour chaque matrice, il existe un indice. À une certaine puissance, ça vaut 0, mais qui change à chaque fois a priori. Et là, on est bien embêté. Mais la grosse astuce, si A est nilpotente, alors A puissance n est égal à la matrice nulle, où n, c'est le rang de la matrice. Ah ah, pourquoi c'est vrai? Alors, il faut réfléchir, c'est pas si simple. Mais ça, c'est une grosse astuce, vous voyez. C'est que, voilà, si vous prenez une matrice 5, 5, c'est peut-être A2, A3, A4, A5 qui vaut 0, mais en tout cas, à partir de 5, ça vaut 0. C'est pas si évident que ça. Et alors, donc, comment on le démontre? En fait, si on prend une valeur propre d'une matrice nilpotente, ça veut dire quoi? Imaginez, ça veut dire, une valeur propre, ça veut dire qu'il existe un vecteur x non nul, tel que ax égale lambda x. Mais du coup, a au carré x, c'est lambda carré x, parce que ça fait a fois lambda x, ça fait lambda fois a de x, ça fait lambda carré x, d'accord? Et ainsi de suite, voilà, lambda a puissance p de x, ça fait lambda puissance p fois x, et au bout d'un moment, ça fait 0. Donc lambda puissance p, pour certaines valeurs p, fait 0. Et dans un corps, que ce soit R ou C, un nombre qui a la puissance P fait 0, c'est que c'est 0. D'accord? Donc la seule valeur propre de A, c'est 0. Ok? Il ne peut pas y avoir de valeur propre non nulle. Donc, le polynôme caractéristique de A, c'est x puissance n. D'accord? Parce que c'est le polynôme qui s'annule qu'en 0, de degré n. Une seule racine, 0 de multiplicité n, c'est x puissance n. Et donc le théorème de Cayley-Hamilton, il dit que ça, c'est un polynôme annulateur de la matrice, et donc que a puissance n est égal à la matrice nulle. Ça, c'est bourrin, c'est balèze, on utilise des gros théorèmes quand même pour démontrer ça. Il y a peut-être des démonstrations plus simples de ce truc direct, mais bon, je ne me suis pas embêté. Là, j'utilise un petit peu les trucs qui tabassent. Bref, et donc voilà, donc ça c'est un truc qui peut servir, c'est une astuce qui peut être pratique, parce que du coup maintenant on est beaucoup moins embêté, parce que si je prends une suite de matrices nilpotentes, d'accord, qui convergent vers L, vu que à la puissance n, nk puissance n vaut tout le temps le vecteur nul, et puis que, vous voyez bien, nk puissance n, ok, c'est des formules très compliquées sur les coefficients de nk pour mettre une matrice à la puissance n, mais c'est que des additions et des multiplications des coefficients. À chaque fois, vous voyez, je fais la somme des lignes des colonnes, je prends des coefficients, je les multiplie par d'autres, j'ajoute, je recommence, donc j'ai que des produits, des additions, une formule ignoble, mais que des multiplications, des additions. D'accord? Donc si tous les termes au début tendent tous vers une limite, à la formule, ça tend vers la limite de la formule. Okay? Et donc, la limite de nk à puissance n, c'est L à la puissance n. Et donc, comme nk puissance n vaut 0 pour tous, la suite nulle étant vers la matrice nulle. Et donc, L puissance n vaut aussi matrice nulle, donc L est bien nilpotente. Et donc, l'ensemble des matrices nilpotentes est infermé. Ok, donc ça, c'était pas simple. Si on ne pensait pas l'astuce, c'était un peu galère à démontrer. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais... Ok, en tout cas, il faut avoir cherché un minimum pour se rendre compte de la difficulté. Ok, ensuite, l'ensemble des matrices diagonalisables. Alors là, il y a une astuce qui sert dans plein d'exos. Donc rien que pour ça, cet exo est bien, juste pour cette astuce-là,
Par exemple, pour les vrais ou faux de l'agrég interne 2022, c'était hyper important de bien savoir ça. Hein. Ça permettait de répondre à quelques questions facilement. Donc, regardez bien ça, très important. Si je prends une matrice de 2, donc je prends des A n'importe comment et B non nul, alors cette matrice-là, elle n'est pas diagonalisable. Alors pourquoi? Et pourquoi elle n'est pas diagonalisable? Parce que le polynôme caractéristique de ça, c'est x moins a au carré. Vous voyez, hein, si on a une matrice triangulaire, les valeurs propres, elles sont sur la diagonale. Parce que déterminant, hop, il n'y a que la diagonale, x moins, d'accord, x moins a au carré, bon, plus 0, ok. Donc les seules valeurs propres, c'est a et a. Donc si elle était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice A0, 0, A. Okay, à fois identité. Et si on regarde un petit peu, A fois identité, ça commute avec n'importe quelle matrice. Donc si j'ai P, A identité, P moins 1, ben le P moins 1 et le P ils commutent, puis tu peux les enlever, ça fait A identité. Donc une matrice comme ça d'homothétie s'appelle A fois identité, A0, 0, A, elle n'est semblable qu'à elle-même. En multipliant par une matrice P, P moins 1 de chaque côté, ça ne bouge pas. Donc si B est non nul, ce n'est pas égal à A0, 0, A, donc ce n'est pas semblable à A0, 0, A, donc celle-là n'est pas diagonalisable. Ok? Vraiment important de bien comprendre ça. Et inversement, par contre, si cette fois je prends A, B, C, C nul ou pas nul, d'ailleurs on s'en moque, mais même si C n'est pas nul, si A est différent de B, elle est diagonalisable. Pourquoi? Parce que là, elle a deux valeurs propres différentes, A et B. L'important c'est A différent de B. Là par contre, si A est différent de B, donc même si c'est une matrice plus grande, si toutes les valeurs dans la diagonale, une matrice triangulaire, si toutes les valeurs de la diagonale sont différentes, elle est diagonalisable. Pourquoi? Parce que s'il y a n valeurs propres différentes sur une matrice de taille n, elle est diagonalisable parce que chaque valeur propre donne un espace propre de dimension au moins 1. Donc là, j'ai dimension 1 pour A, dimension 1 pour B, bah, la somme des dimensions, ça fait 2. Il y a une base de vecteurs propres, donc elle est diagonalisable. Ok? Toutes ces valeurs propres sont différentes. Voilà. Donc elle est diagonalisable, celle-là. Alors maintenant que vous savez ces deux astuces-là, est-ce que l'ensemble de matrices diagonalisables est ouvert ou fermé? Ça vous pouvez répondre hyper facilement. Normalement. Vous mettez sur pause et cherchez. Avec ça, normalement, ça doit aller vite. Hein. Ok, si vous ne l'avez pas réussi avant. Alors donc, on va regarder maintenant, en prenant la limite donc, des matrices 1, 1 sur K, 0. Bon, la limite de ça, 1 c'est 1, okay, c'est une suite constante, 1 sur K c'est tend vers 0, 1 c'est une suite constante, 0 c'est une constante, donc la limite de cette matrice-là, c'est cette matrice-là. Celle-là n'est pas diagonalisable. Celle-là est diagonalisable. Donc l'ensemble des matrices pas diagonalisables, ce n'est pas un fermé, puisque j'ai une suite de matrices pas diagonalisables qui convergent vers une matrice diagonalisable. D'accord? Donc l'ensemble des matrices non diagonalisables, ce n'est pas un fermé. Autrement dit, l'ensemble des matrices diagonalisables, le complémentaire, ce n'est pas un ouvert. Ok? Maintenant, quasiment le même raisonnement, je prends la suite 1 sur K, 1, 0, moins 1 sur K. Celle-là, elle est diagonalisable, parce que 1 sur K est différent de moins 1 sur K. Oui, tiens, j'ai mis n temps plus infini, c'est k temps plus infini. Vous traduisez, hein. Petite faute de frappe encore. Bon, bref, donc la limite de ça, c'est 0, 1, 0, 0. Ça, je pense que c'est clair. Hein. Limite de chaque terme, c'est facile. Ça, c'est diagonalisable. Ça ne l'est pas. Donc j'ai une limite de suite diagonalisable, une suite convergente de matrices diagonalisables dont la limite n'est pas diagonalisable. Donc l'ensemble des matrices diagonalisables, ce n'est pas un fermé. Donc c'est ni un ouvert, ni un fermé. OK? Voilà, voilà. L'astuce, elle est super inutile. Hein. Donc ça, rien que pour ça, il fallait le coup de chercher l'exo. Ok. Allez, le dernier, mais pas le plus facile. Regardons un espace vectoriel de dimension infinie. Pouf, les suites bornées, d'accord, donc munies de la norme infinie. Alors, norme de UN, hein, c'est le sub des valeurs absolues de UN. Ok, on prend réel, on prend complexe et module, c'est pareil, hein, ça ne change rien. Ok. Et on va regarder si ces ensembles-là sont ouverts ou fermés ou ni l'un ni l'autre. Ok, alors là il faut lutter. Hein. Là il va falloir faire des suites de suites. On sent que ça va être chaud. Bon, je vais essayer de vous expliquer tranquillement, hein, mais accrochez vos ceintures. Alors on prend les suites qui convergent vers 0. Ok? Donc je vais prendre une suite de suites. Donc la suite UN de 0, la suite UN de 1, une autre suite. Hein. UN de 2, UN de 3, UN de K, une suite de suite. D'accord? Pour 0, c'est une suite, pour 1, c'est une suite, pour K, c'est une suite, ainsi de suite. Une suite de suite, donc une suite d'éléments de A. Je suppose que UN de 0 tend vers 0, que UN de 1 tend vers 0, que UN de K tend vers 0. Et je suppose que cette suite de suite converge vers la suite Ln.
D'accord? Et est-ce que ça tend vers 0? Bon, alors c'est pas simple, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la suite UK de n, pour k appartient à n, converge vers Ln? Bah, ça veut dire que la norme de un de k moins Ln tend vers 0, quand k tend à plus infini. D'accord? Hein, là j'ai mis un petit, c'est voilà, la norme, la suite un moins la suite Ln en norme infinie tend vers 0. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, bah, c'est-à-dire que la norme infinie, c'est le sub de tous les termes. Donc le sub de toutes les différences entre tous les termes tend vers 0. Hein. Et donc ça veut dire que tous les termes, différence de tous les termes, tendent vers 0. OK? Donc autrement dit, il existe, quel que soit epsilon, tend vers 0, OK, il existe un cran k epsilon, dépend de epsilon, tel que pour tout n, donc pour tout k plus grand que k epsilon, c'est plus petit, mais juste je prends k epsilon. Pour ce k epsilon là, alors la norme de un de k epsilon moins ln est plus petite qu'epsilon. Et donc dire que norme infinie est plus petite qu'epsilon, ça veut dire que tous les termes de la suite sont plus petits qu'epsilon. Ok, hein? Donc, il existe un k epsilon tel que pour tout n dans n, valeur absolue de un de k epsilon moins ln est plus petit qu'epsilon. Voilà. Une suite tend vers 0, ça veut dire que le module de tous ces termes tend vers 0. Ou la valeur absolue de tous ces termes tend vers 0. Ok. Donc, voilà, pour tout epsilon, pour la suite un de k epsilon, la différence de tous les termes entre la suite un de k epsilon et la suite ln est plus petite qu'epsilon. Ok, mais la suite un de k epsilon, là pour ce k epsilon qui est là, c'est une suite qui est l'élément de A. Donc quand n tend à plus à l'infini, cette fois, non pas k, elle est converge vers 0. Donc ça veut dire qu'il existe un rang n epsilon, cette fois c'est pour n, tel que pour tout petit n dans n, si n est plus grand que n epsilon, valeur absolue de un de k epsilon est plus petit qu'epsilon. À moins 0, je ne l'ai pas mis, hein, elle tend vers 0. Okay, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hein. D'abord, j'ai pris un k epsilon pour que la suite un de k soit proche de ln. Et je dis, cette suite un de k, là, pour n assez grand, elle est proche de 0. Et donc, je vais en déduire que ln est proche de 0, hein, mais on va le traduire comme ça maintenant. Donc pour tout n suffisamment grand, plus grand que n epsilon, valeur absolue de ln, bon ça c'est tout le temps vrai, je peux l'écrire, valeur absolue de ln moins un de k epsilon plus un de k epsilon. Ça, je peux toujours le faire. Je peux toujours utiliser ma petite identité, inégalité triangulaire. Ça, c'est plus petit que module de ça, de ln moins un de k epsilon, ou de un de k epsilon moins ln, c'est la même chose, plus valeur absolue de un de k epsilon. Ça, jusque-là, ça marche tout le temps. Mais cette fois, regardez bien, comme c'est k epsilon, ça c'est pour tous les n, ça c'est plus petit qu'epsilon, donc ça c'est plus petit qu'epsilon, et quand petit n est suffisamment grand, plus grand que n epsilon, ce que j'ai choisi, celui-là aussi est plus petit qu'epsilon. Et donc tout ça, c'est plus petit que 2 epsilon. Ok? Donc pour tout epsilon, n'importe lequel, la valeur absolue de ln est plus petit que 2 epsilon pour n assez grand. Donc la suite ln est envers 0, donc elle est dans A, et donc A est fermé. Bon, félicitations, vous êtes arrivés, parce que là, pour le coup, c'est pas simple. Moi, je reconnais que l'exo, là, voilà, il est vraiment celui-là, il n'est pas très facile. Donc l'ensemble des suites converge vers 0, c'est un fermé. Ok? Et donc, c'est pas un ouvert, même si je n'ai pas encore complètement démontré ça. Dans un espace vectoriel normé, on ne peut pas être à la fois ouvert et fermé. Donc. Ok. Bon, ensuite, les termes à strictement positif. Ça a une tête d'ouvert, strictement positif, on se dit. C'est un piège. Donc si vous avez réussi à prouver que c'est un ouvert, vous êtes planté, reprenez, mettez sur pause et recommencez. Hop, hop. Alors, donc, bon, déjà, on va montrer que ce n'est pas un fermé. Alors ça, c'est pas très dur. Si je prends une suite de suites, hein, donc toujours une suite de suites définie par un de k, c'est la suite 1 sur k plus 1. Ok? Donc c'est une suite constante, hein, parce que c'est pour n appartient à n. Donc je prends par exemple pour k égale 2, c'est 1 tiers, 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 cette suite converge vers 1 tiers, tout ça, bon. Ok, jusque-là, voilà. La suite un de k, donc c'est une suite constante, avec des valeurs qui sont de plus en plus petites. Donc la suite un, elle tend vers la suite nulle. Pourquoi? Parce que l'écart entre les valeurs de un de k et 0, bah, c'est 1 sur k plus 1, ça tend bien vers 0. Quoi. Vous voyez, norme infinie de la suite un de k moins la suite nulle, c'est 1 sur k plus 1 qui tend vers 0 quand k tend à plus infini.
Ok. Donc ça tend à la suite nulle elle n'est pas à terme strictement positif. Donc j'ai une suite de suites à terme strictement positif qui converge vers une suite qui n'est pas à terme strictement positif. Donc B n'est pas infermé. Ok. Dire bah oui, donc du coup c'est un ouvert. Bah non, c'est pas un ouvert non plus. Alors, mais là, il faut le regarder, c'est pas si simple. Donc considérons une suite Bn appartient à B qui tend vers 0. Donc une suite à terme strictement positif, mais qui tend vers 0. Bah, l'idée, c'est que je ne peux pas trouver de petites boules autour de celle-là à des termes strictement positifs. Vous voyez, quel que soit le rayon que je prends autour de mes termes, eh ben, quand les termes vont être assez proches de 0, le rayon il va être trop grand, ça va déborder dans les négatifs. Hein. C'est ça l'image. Hein. D'accord. Donc regardons, donc prenons epsilon. Ok, positif, très bien. Et donc j'appelle C epsilon, la suite constante égale à epsilon. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc voilà, quel que soit n appartient à n, c'est n epsilon, c'est epsilon. Bon. Ok. Et maintenant, considérons D égale B moins C epsilon. Donc ma suite qui tend vers 0, en gros, si j'enlève epsilon, ok, et bien ce que je dis, c'est qu'au bout d'un moment, elle va être négative. Ça va jusque-là? Hein, regarde bien. Donc je prends B moins C epsilon. Pour n assez grand, Bn, vu qu'il tend vers 0, il est strictement positif, il tend vers 0, donc au bout d'un moment, Bn est plus petit qu'epsilon. Ok. Donc, bah du coup, Bn moins epsilon, à partir de n assez grand, Dn est négatif. Donc la suite D, elle n'appartient pas à B. Hein, je prends une suite tend vers 0, j'enlève une suite constante égale à epsilon, bah, au bout d'un moment, elle est négative, donc elle n'est pas dans les termes strictement positifs. Ok. Et donc, or, la norme de B moins D, bah, c'est la norme de C epsilon. Hein. B moins D, c'est C epsilon. D'accord. Et bien, la norme de C epsilon, c'est epsilon. Ok. Et donc, si je prends un rayon R plus grand que epsilon, D, il appartient à la boule de centre B de rayon R. Ouais. Donc, la boule de centre B de rayon R, eh bien, elle contient des éléments qui ne sont pas dans B. Quel que soit R positif, si je choisis un epsilon qui est plus petit que R, je peux toujours, d'accord, j'obtiens que la boule de centre B de rayon R n'est pas inclus dans B. Donc B n'est pas un ouvert, parce que justement, ça veut dire ça. Si B est un ouvert, c'est-à-dire que quel que soit l'élément qui est dans B, il existe une boule autour de lui qui est complètement inclus dans B. Ok. Et bien là, c'est faux. Donc, c'est pas un ouvert non plus. Vous voyez, c'est subtil, hein, parce qu'au début, on se dit, bah voilà, si on prend que les termes strictement positifs, on prend moralement le plus petit de tous, hop, on encadre et tout, on va trouver des suites autour qui sont toutes à strictement positif. Eh ben non, parce que si ça tend vers 0, on ne va pas y arriver. Vous voyez, aussi proche que je veux, ça va être négatif, quoi. Bref, voilà, c'est toujours pas facile, hein, cet exercice. Ça, je vous l'accorde. Hein. Allez, les suites non constantes, un peu moins dur. Alors, pour regarder, voilà, bon, bah, du coup, prenons une suite de C, une suite non constante, ok. Alors, bah, du coup, il existe K et M tels que UK différents de UM. C'est une suite non constante, c'est-à-dire qu'il y a deux termes qui sont différents. Au moins deux termes qui sont différents. Jusque-là, vous allez me dire d'accord. Et donc, si je prends un réel qui est strictement plus petit que l'écart entre ces deux termes différents sur 2, ok, pourquoi pas. Voilà, donc je prends UK, UM sont différents, et je prends des petites tailles là et des petites tailles là. Ok. Et bien, si je prends n'importe quelle suite dont la distance avec la suite U est plus petite que R, ça veut dire que le terme K, il va être dans cette boule-là, et le terme M, il va être dans cette boule-là. Eh ben, ils vont être différents. C'est ça l'idée. Hein. Si je prends une suite, donc Vn, qui est dans la boule de centre U de rayon R, alors l'écart entre Vk et Vm, eh ben, il est plus grand que l'écart entre Uk et Um moins 2R. Hein, pourquoi? Parce que l'écart entre Vk et Uk est plus petit que R, l'écart entre Um et Vm est plus petit que R, et donc l'écart entre Vk et Vm il est plus grand que l'écart entre Uk et Vm moins 2R, strictement positif. Donc elle n'est pas constante. Ok. Donc Vk est différent de Vm, et donc V est dans C. Donc autrement dit, je prends les suites non constantes, je prends une petite boule de taille assez petite, elle est non constante aussi. Toutes les boules là-dedans sont non constantes. Ok, je me rends compte qu'on aurait pu aussi faire plus simplement en disant que les suites constantes étaient infermées. Parce que là, je viens de démontrer que C est un ouvert, et j'aurais pu prendre le complémentaire, ça aurait peut-être été plus simple. Je vais prendre une suite constante, d'accord. Les suites constantes, une suite de suites constantes, en fait, c'est une suite, hein, chaque terme, d'accord. Donc si elle converge vers quelque chose, bah, la limite, c'est aussi une suite constante. Hein. Parce que chaque terme converge vers la même chose, parce que chaque terme donne la même suite. Bon, voilà. Vous auriez pu faire aussi en montrant que les suites constantes étaient fermées. J'ai l'impression que c'était un peu plus simple. Mais enfin, je ne voulais pas tout faire avec les suites, donc voilà, j'ai fait un truc avec les boules. OK. Bon, allez, on va finir les suites croissantes. Alors, donc prenons UN0, UN21, UN2K, une suite d'éléments de D.
et soit ln, la limite de cette suite. Alors ok, on commence à avoir l'habitude, hein. Donc que des suites croissantes et ln la limite. Alors c'est un petit peu moins dur, donc par définition ça veut dire que ln c'est la limite de un de k quand k tend vers plus l'infini, et ln plus 1 bah, du coup c'est la limite de un plus 1 de k hein, quand k tend vers plus l'infini. Ok, bon jusque là tout va bien, mais pour chaque k fixé, un plus 1 il est plus grand que un de k, puisque la suite un elle est croissante, d'accord? Chaque suite un de k est croissante, donc pour k fixé, un de k est plus petit que un plus 1 de k. Donc la limite de un de k, qui est ln, elle est plus petite que la limite de un plus 1 de k, qui est ln plus 1. Et donc la limite de suite croissante est forcément une suite croissante. Okay, donc voilà, la suite est donc finalement D est bien infermée. Et voilà, bah on a bien bossé hein, quand même, mine de rien. Donc voilà, je vous félicite. Si vous avez fait les exercices, si vous n'avez pas fait, c'est très mal. Mais enfin bon, c'est vous que ça pénalise. Hein. Donc en tout cas, voilà, je vous félicite si vous avez cherché. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du cours. La topologie générale qui nous attend, ça va être trop bien. Allez, ciao, ciao. Hop, voilà, petite scène post-crédit, juste pour les abonnés, enfin voilà, pour les tipeurs et tout ça. Bah, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'est bon, comme la vidéo de topologie générale, je ne vais pas raconter des petites anecdotes tout le temps les mêmes, mais enfin celle-là, c'est la deuxième fois que je la tourne parce qu'on a eu un petit problème technique. Ouais, j'ai déjà tourné les 40 minutes de la première vidéo pour rien. Du coup, là, je l'ai fait un peu plus vite, j'ai l'impression que j'ai mis 38 minutes. Bon, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. A priori, elle doit être un peu mieux que la première version. Mais bref, en tout cas, voilà. C'est important de faire les exos, hein. Donc c'est vraiment, je vous le dis, hein, sérieusement, hein, c'est pas que pour vous embêter, quoi. Je veux dire, si je m'embête à faire ces corrections d'exos à part et tout ça, c'est parce que c'est le plus important. C'est le travail que vous fournissez, je le dis tout le temps. Je veux dire, ce qui compte, c'est le travail que vous donnez. Les gens disent, oui, j'ai eu la grecque, c'est grâce à toi. Non, c'est parce que vous avez bossé. Donc d'accord, je vous donne ces exos pour vous motiver à les chercher, à les faire. Si vous ne les faites pas, bah, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est votre travail qui donnera votre réussite et rien d'autre, je veux dire. Moi, je ne suis là que pour vous motiver à bosser, pour vous donner des excuses, des prétextes, pour vous donner des motivations pour essayer de bosser, et c'est votre boulot qui finira par payer. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos d'exercices à part, c'est vraiment, cherchez-les, c'est vraiment super important, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, merci encore à tous ceux qui me soutiennent, là, vraiment, je vous aime d'amour, vous êtes trop sympa, moi ça me fait trop plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît toujours, et puis que vous continuerez à regarder mes vidéos. Bisous, bisous, à bientôt, ciao.